Vous l'avez eu, c'est bon? On peut y aller? Ceci était un clap. Sébastien? De 1914 à 1918, près de 80 millions d'êtres humains ont été plongés dans la guerre. Bonjour Isabelle Clarke. C'est un showman. Alors, voilà, Isabelle Clarke, c'est mon patron, c'est la réalisatrice de toutes les séries Apocalypse et bien d'autres émissions. Cela fait moins de vingtaine d'années que nous sommes mariés et que nous travaillons ensemble. France 1918. Pendant la Première Guerre mondiale, les caméramans du monde entier ont pris des risques pour tourner ces images. Ils en ont reconstitué certaines. Nous avons rajouté la couleur et le son. La collection Apocalypse recouvre, au fond, du début du cinématographe jusqu'à la fin de la guerre froide, l'ensemble d'un siècle qui est le siècle de la guerre. Alors évidemment, c'est un fond de violence, mais c'est avant tout un fond historique. Le fait d'avoir fait Apocalypse, la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, et après le succès planétaire d'Apocalypse, qui a été vu dans 165 pays par plus de 100 millions de téléspectateurs, après, on a eu des moyens qui nous ont permis de renouveler la recherche sur la Première Guerre mondiale. Merci à France Télévisions et à notre production et à notre producteur Louis Vaudeville. On a réussi à renouveler complètement la vision qu'on avait de la Première Guerre mondiale. On a peut-être abordé le sujet avec beaucoup d'appréhension, ça c'est pas peut-être, c'est certain. Parce que justement, on avait comme ça en mémoire, voilà, il y a peu d'images sur 14-8, ils sont toujours les mêmes. Voilà. Et puis on a été agréablement surpris puisqu'on a 400 heures d'images, pour la plupart, ou en tout cas plus de la moitié qui sont inédites. D'abord, on a eu la chance inouïe d'avoir une coproduction franco-canadienne. Et les Canadiens, ils nous ont ouvert leur cinémathèque et c'est très impressionnant. Et là, vous avez des documents qui n'ont jamais été sollicités. Et on a des choses qui sont formidables sur les offensives. Beaucoup de choses viennent du Canada. Mais elles viennent aussi d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Suède, de Norvège, ce que vous voudrez. On a imaginé, en tout cas, on a espéré trouver des images d'amateurs. On a pensé que c'était impossible, puis c'était un peu jeune. Et notre documentaliste, Valérie Combard, nous a trouvé des documents d'amateurs. Notamment une famille française qui se filme tout au long de la guerre. Dans un grand hôpital de l'arrière, Pierre Weber est soigné par une infirmière, Charlotte, dont il tombe amoureux. Sa convalescence lui permet d'amener Charlotte à l'Étang-la-Ville, près de Paris. Les voici tous les deux dans la roseraie de sa sœur, Jacqueline, mariée à un pionnier du cinéma d'amateur, René Ferrari. On a été frappés surtout, c'est que plus on avance dans la guerre, plus les caméras se rapprochent, on a les visages, on est vraiment au fond de la tranchée. C'est pour ça que dans l'épisode 3, on a vraiment voulu s'arrêter et que c'est le cœur de la série, cet épisode. On est avec les hommes, au fond de la tranchée, on a pris un peu de temps, on vit au quotidien avec eux. Mais ça a été un matériel très très compliqué à travailler parce que, au fond, on est un peu des archéologues audiovisuels. C'est-à-dire que l'image, lorsqu'elle nous arrive dans la salle de montage pour monter, l'image est très moche parce que les documentalistes n'ont pas le droit de les faire tirer, c'est-à-dire qu'on est obligé, les documentalistes filment sur une visionneuse, donc on a une image fantomatique. Donc voilà, on monte avec ce matériel, et puis lorsqu'on commande les images nous arrivent en clair, et là c'est vrai que c'est une jolie surprise, mais c'est un travail d'archéologie. Oui, puis d'identification. D'identification.
tout au long du dérochage, on a travaillé avec des historiens qui nous ont accompagnés tout au long du dérochage. Ils nous ont pas seulement accompagnés, ils nous ont persécutés aussi. Oui, À dire, attention, ça vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. C'est-à-dire que, en plus de ça, les hommes changent d'uniforme en 1915, donc il faut dire que les images de 14 sont de 14, de 15 sont 15, 16 sont 16. Mais, Voilà, il y a une sorte de diktat comme ça sur Apocalypse. Mais- Les images sont d'époque, absolument. Et puis une grande passion d'un seul coup pour aller au plus proche, au plus vrai de ces combats, de la douleur, de la misère. À Paris, de son palais de l'Élysée, le président de la République française, Raymond Poincaré, écrit dans ses mémoires. Samedi 1er juillet 1916. Le sang coule à flot au nord de la Somme. Pendant ce temps, le soleil joue dans les arbres de l'Élysée. Ormes, sycomores, marronniers d'Inde, acacias ont des vers de toutes nuances qui font dans la lumière une harmonie délicieuse. Ramiers, merles et petits oiseaux s'ébattent sur la pelouse. Et il ajoute pour conclure, là-bas à Verdun ou dans la Somme, meurent des milliers de braves. dans la Première Guerre mondiale, ce qui est épouvantable, c'est que dans une société qui est en pleine expansion, qui est vraiment heureuse, c'est qu'il y a une sorte de démence, de suicide, effectivement, de la société, De l'Europe. de la société européenne, au moment même où elle était dans sa meilleure expansion. La guerre de 14 a tout cassé, elle a amené ensuite le nazisme, elle a amené le stalinisme, elle a amené le fascisme, elle a cassé cet effort de civilisation. Et ensuite, elle a amené l'arme nucléaire, elle a amené les bases d'un suicide collectif de la civilisation. C'est un peu hypocrite de dire que c'est aussi... on s'y attendait pas, parce qu'au fond, tout le monde a ses plans de guerre. Tout le monde a ses plans Schlieffen, a ses plans 14. C'est vrai qu'il a fallu l'étincelle qui est partie des Balkans, et puis là, d'un seul coup, tout le monde a une bonne raison pour y aller. C'est pas des détraqués qui font la guerre de 14, c'est des fous. C'est pas du tout la même chose. On sait très bien que dans la folie, il y a une logique. Le 21 février 1916, à 7h15, le Crown Prince lance l'opération Gericht, jugement. En quelques heures, 1 million d'obus s'abattent sur les positions françaises. On est avant tout des cinéastes plus que des documentaristes. Donc le choix, c'est le choix des cinéastes et c'est la quête d'images inédites et surtout au final une œuvre mémorielle, quelque chose que les gens emmènent. C'est le contraire peut-être du musée, mais en tout cas c'est l'objet qu'on approche, qu'on peut toucher, qu'on peut caresser et qu'on emmène chez soi. Je crois que notre démarche à nous, essentiellement, c'est une démarche de cinéma, c'est-à-dire que nous faisons des films, nous faisons du mouvement, et en même temps on raconte une histoire, bien entendu, avec beaucoup de soins et beaucoup de contrôle d'historiens, etc. Notre volonté, c'est effectivement d'insuffler de la vie à ces images d'archives. Donc on le fait au moyen de la couleur, on le fait au moyen du son, on le fait avec Mathieu Kassovitz, qui a une sorte d'intelligence et aussi d'engagement dans son texte. Et d'émotion. Et d'émotion. Mais voilà, c'est ça, c'est cette démarche de redonner vie à ces images. Cette énergie qui sort et qui diffuse. Et on dit remise en couleur. Pourquoi? Parce que nous avons les moyens techniques aujourd'hui, enfin déjà dans l'Apocalypse, on avait les moyens techniques, de retrouver la couleur selon deux modes. D'abord un mode technique, c'est-à-dire par rapport
la nuance des gris, à la transcription en noir et blanc des couleurs, on peut les retrouver aujourd'hui, on a des tas de moyens. Et d'autre part, par une analyse historique extrêmement poussée. Pour chaque minute de film que nous avons remis en couleur, nous avons peut-être des journées d'historiens qui décident que tel uniforme est de tel vert, etc. Il y a un souci historique absolu, quoi.